Je vous demande d'applaudir Lionel Roure. Bonjour, merci de m'accueillir. Lionel, on va quitter la lampe et le génie de tout à l'heure. La question de l'ensemble des dirigeants du DLR est la suivante. Peuvent-ils prolonger leurs compétences intérieures par des extensions occasionnelles? Internet, est-ce fiable? Est-ce efficace? Merci. Merci de cette introduction. Oui, effectivement, on va voir dans cette présentation qu'aujourd'hui, grâce à Internet, il est de plus en plus facile de faire appel à des compétences extrêmement diverses, relevant aussi bien des compétences très pointues, techniques, que de compétences marketing extrêmement pointues. Donc, écoutez, faisons ce voyage ensemble. Nous avons 1 heure pour voir tous ces aspects ensemble. Et pourquoi, particulièrement aujourd'hui, on parle justement d'innovation ouverte, d'innovation collaborative? Eh bien, parce que pendant des années, on a exactement fait le contraire. On parlait de not invented here. C'est-à-dire que les entreprises se sont bâties en élaborant de grands centres de recherche et de développement, en se disant on va embaucher les meilleurs, en se disant du coup les innovations viendront de chez nous, les meilleures innovations viendront de chez nous, et si ça n'a pas été inventé chez nous, c'est que ça n'a pas de valeur. Faisant ça, beaucoup de grandes entreprises américaines se sont fait tailler des croupières violemment par les entreprises japonaises qui faisaient exactement le contraire, c'est-à-dire qu'elles prenaient les produits américains, les décortiquaient, faisaient mieux et les mettaient sur le marché. Alors, on assiste du coup, depuis, à pas mal de situations qui sont extrêmement compliquées. Un des cas intéressants, c'est le cas Kodak. Comment une entreprise aussi emblématique, aussi puissante, avec une marque aussi connue, avec une puissance financière aussi forte, peut-elle se faire sortir aussi rapidement d'un marché pour lequel elle était l'entreprise représentative? Comment Kodak peut-il se faire sortir de la photo numérique? Est-ce que Kodak, qui fabriquait des pellicules, qui fabriquait de la photo argentique, est-ce que Kodak avait les moyens, d'après vous, d'aller chercher la photo numérique? Réponse, bien sûr. Et je vais même plus loin. Kodak a inventé la photo numérique. Je repose la question, comment une entreprise qui invente la photo numérique peut-elle se faire sortir du marché sur la photo numérique? Ça fait poser des questions. Eh bien parce que, par croyance sans doute, alors cette analyse est un peu trop rapide sans doute, mais par croyance qu'en protégeant, en brevetant et en fermant, eh bien on pourrait mettre tous les concurrents à l'extérieur, retenir les concurrents et se protéger. Eh bien ça n'a pas duré très longtemps, puisque Kodak s'est fait sortir sur la photo numérique. Mais le cas le plus emblématique pour moi, et qui a révélé toute la puissance, en fait, de ces approches d'innovation ouverte, c'est comment une entreprise comme Sony, là encore, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'innovation, il y a une vingtaine d'années, on m'a dit, c'est simple, Sony réussit tout, il faut aller voir ce que fait Sony. Comment une entreprise qui a inventé le Walkman, le Discman, comment une entreprise aussi puissante, avec une marque, là encore, aussi connue, peut-elle se faire damer le pion par une entreprise comme Apple, qui était donnée mourante à l'époque, on est en l'an 2000, par Michael Dell. Passeront pas l'hiver, avait-il dit. Est-ce que Apple a inventé l'iPod? D'après vous, puisque c'est le premier produit qui lui a permis de croître fortement et de connaître de manière emblématique la marque aujourd'hui. Ce n'est pas Apple qui a inventé l'iPod, plus exactement. On lui a apporté sur un plateau. Innovation ouverte. J'apporte à l'extérieur, de l'extérieur, une innovation. Et cette innovation avait été apportée à beaucoup d'entreprises qui l'ont refusée. Le vrai inventeur, il s'appelle Tony Fadell. Il avait mis sur le marché un iPod, ça avait été un échec. Et donc il s'est dit, il y a un potentiel important, je vais aller voir des entreprises. On est en février 2001. Et Apple,
leur appelle dans l'entreprise à Cupertino en lui disant « On vous donne carte blanche ». En juin 2001, le produit était déjà en phase quasi opérationnelle et il va être sur le marché en octobre 2001. Il va se passer 6 mois entre le moment où une entreprise finalement est dans une situation difficile et le moment où elle va introduire le produit le plus successful sur le digital. Plus de 800 millions, je crois, ont été vendus d'appareils iPod. Deuxième question que je vous pose, est-ce que les technos qui sont développés pour l'iPod sont des technos propriétaires d'Apple? La réponse est à 99% non. Donc voici une entreprise qui n'a pas inventé l'iPod, qui n'a pas les technos propriétaires pour concevoir l'iPod et qui encaisse goulûment l'argent et les profits découlant de l'iPod. Ça fait réfléchir, non? Eh bien, ce type de principe, en fait, laisse la porte ouverte, évidemment, à beaucoup d'innovations collaboratives. Attendez, voilà, ça a avancé sans que je le demande. Voilà, on va revenir en arrière. Les premiers pas dans l'innovation collaborative, c'est un professeur qui s'appelle von Hippel et qui nous montre que beaucoup d'innovations de rupture qui ont été mises sur le marché, contrairement à ce qu'on pensait jusqu'à présent, n'ont pas été à l'origine menées par des entreprises, mais par des utilisateurs. En fait, beaucoup d'innovations de rupture ont été mises au point par des utilisateurs. Et est-ce que ces utilisateurs sont nombreux? Et c'est là que ça devient intéressant. Ils sont extrêmement nombreux. Au Royaume-Uni, il y aurait 3 millions de personnes qui inventent ou transformeraient des produits, ce qui représente 5 milliards. Aux États-Unis, il serait 12 millions, ce qui représente 20 milliards. Au Japon, il serait 4 millions, ce qui représente 5 milliards. Il y a énormément de gens qui travaillent sur la transformation des produits. Voilà un peu des exemples. Hein. L'inventeur de Napster, c'est un jeune de 17 ans qui invente les premiers échanges de musique en peer-to-peer. Ou ce monsieur qui voulait faire promener son gamin dans une poussette en faisant son footing. Ou même les premiers VTT ont été inventés par des utilisateurs qui, faute de produits disponibles sur le marché, eh bien, se sont fabriqués leurs propres VTT, produits et innovations qui ont été repris des années après par les entreprises. Alors du coup, alors que pendant longtemps on a parlé de not invented here, là on vous rebat les oreilles avec l'innovation ouverte. Les entreprises ne doivent pas se contenter de leurs ressources internes, mais doivent au contraire bénéficier de tout l'environnement externe. Et ce d'autant plus que les innovations qui vous intéressent, les innovations de rupture, ne proviennent pas des secteurs dans lesquels, normalement, logiquement, elles devraient prendre naissance. Ce n'est pas un fabricant de carrosses qui a inventé la voiture. Ce n'est pas un fabricant de bougies qui a inventé la lampe à incandescence. Ce n'est pas un fabricant de disquettes qui a inventé les clés USB. Ce n'est pas un fabricant de lunettes qui invente les Google Glass. Ce n'est pas un fabricant de chaussures qui invente Geox, les chaussures qui ont une croissance extrêmement forte. Donc, s'ouvrir à 180 degrés, c'est avoir la chance, effectivement, de capter les innovations qui ne seraient pas nées dans son secteur. Alors, l'innovation ouverte, c'est quoi? C'est très simple, en fait. C'est rendre relativement poreuses les frontières de l'organisation. Vous voyez, on peut prendre des idées qui viennent de l'extérieur. Par exemple, si je file la métaphore sur l'exemple de l'iPod, eh bien, c'est une idée qui vient de l'extérieur, Tony Fadell. J'utilise des technologies qui viennent de l'extérieur et j'ambitionne de toucher un nouveau marché. En l'occurrence, là, c'était des baladeurs musicaux, alors qu'Apple fabriquait essentiellement des ordinateurs à l'époque. Vous voyez, c'est ça l'innovation ouverte. Et l'innovation ouverte, effectivement, permet d'atteindre des efficacités assez impressionnantes. Alors, la première entreprise qui a véritablement compris ces principes et qui les a mis en pratique, elle s'appelle Procter & Gamble. Et le patron de Procter & Gamble, qu'a-t-il dit? Il a dit, il ne faut pas être un génie pour deviner que si on peut faire appel
à 7500 cerveaux en interne, plus 1,5 million d'autres en externe, alors on peut faire de meilleurs produits. Pourquoi a-t-il dit ça? Il a dit ça parce que jusqu'à présent, les 7500 chercheurs en interne chez Procter se coupaient de l'extérieur. Plus exactement, n'osaient pas travailler avec les 200 personnes en moyenne avec lesquelles elles collaboraient pour des questions de confidentialité, pour des questions de peur, pour des questions finalement qui sont contre-productives. En ouvrant considérablement, eh bien, Procter a transformé l'entreprise. Elle a cassé la notion de recherche et développement au sens propre. On préfère maintenant la notion de connexion et développement. Les chercheurs cherchent, mais c'est encore mieux s'ils sont connectés. Et vous avez vu que le syndrome du Not Invented Here, qui était un syndrome qui était combattu, est érigé. Nous sommes fiers de dire que 50% des innovations commercialisées par notre entreprise ont été sourcées à l'extérieur de l'entreprise. Nous bénéficions de la puissance de notre entreprise, mais dans 50% des cas, nous ouvrons à l'extérieur. Et vous voyez que le processus d'innovation fait appel à des compétences les plus hétérogènes qu'on peut imaginer, avec des ventures capitalistes, des entrepreneurs indépendants, des gouvernements, des retraités, des fournisseurs. Toutes ces organisations périphériques de Procter participent à la conception des innovations de Procter. Donc on est le contraire du bunker avec une ligne Maginot autour, si vous voulez. C'est tout le contraire, on est pour eux, on participe, on collabore, et dans 50% des cas, on souhaite que les innovations viennent de l'extérieur. Alors, ça c'était effectivement avant le web. Et le web, évidemment, a rendu ces possibilités extrêmement fortes. Alors un exemple qui m'est cher, parce que je trouve qu'il est extrêmement révélateur, c'est l'exemple de Lego. Comment une entreprise qui est née en 1932, comment une entreprise qui est sur un secteur en déclin à l'époque, elle fabrique des briques en plastique. Les enfants veulent plutôt jouer aujourd'hui avec des objets numériques qui bougent. Comment une entreprise qui est vieille arrive à multiplier sa marge par 3 en 4 ans? Comment une entreprise aussi ancienne et sur un secteur en déclin peut-elle arriver, je répète, à multiplier sa marge par 3 en 4 ans? Eh bien, vous l'aurez compris, grâce à l'innovation collaborative, grâce à la collaboration externe. Alors, comment ça s'est passé? Première étape, je collabore avec un centre de recherche, le MIT, ça s'appelle Lego quand même, pour fabriquer des Lego Mindstorm, c'est-à-dire des briques programmables. Et là, bingo, on surfe à nouveau sur la tendance du marché, puisqu'on vient toucher les enfants qui ont envie de jouets qui bougent et qui sont numériques. Grâce au Lego, on est capable de faire des robots programmables. Mais vous voyez, 3 semaines après leur mise sur le marché, tous les codes sources des Lego ont été décodés. Et là, il y a une double réaction chez Lego. Première réaction, très 20e siècle. Je combats ces hackers et j'essaye de faire respecter ma propriété intellectuelle que j'ai durement acquis avec le MIT. Je protège. Et puis quelques voix discordantes dans le marketing disent « Oui, mais enfin, en 3 semaines, ils ont réussi à faire ce que nous, on a mis quelques années à faire avec le MIT. Ce n'est pas des manches. Et si au contraire, ces gens-là travaillaient pour nous ?» Violent dispute, violent désaccord, et puis vous avez vu les chiffres. La réponse, elle est simple. Non seulement, eh bien, on va collaborer avec les gens qu'on avait envie de combattre, mais on va leur dire, puisque vous voulez nous pirater, piratez-nous. Et toutes les compétences de Lego, on va les mettre en ligne. Et on va dire aux gens, chaque fois que vous voulez créer une innovation, soumettez-la. 6000 personnes veulent suivre votre innovation, eh bien nous la commercialiserons. Et vous bénéficierez de 1% des bénéfices générés. Génial! Et vous avez la création, l'originalité chez Lego qui va s'accroître fortement. La puissance de Lego, ça va être la puissance de son écosystème.
Et alors, ils ont dû fermer ce logiciel, ce Lego Factory. Et je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, eh bien, on avait besoin d'écouler, tellement il y avait effectivement d'idées dans le pipe. Et puis, ils sont revenus en 2014 avec ce petit film que je vous laisse voir. Ça devrait... Vous voyez, pour tenir, l'échelle est passée de 1000 à 10 000. C'est extraordinaire, en fait. Et donc, la puissance et la renaissance de Lego, entreprise, encore une fois, qui était sur le déclin, est due, là encore, aux innovations collaboratives, avec une marque qui maintenant est extrêmement plébiscitée chez les jeunes et avec effectivement des projets qui sont très importants, grâce à cette ouverture sur l'extérieur. Alors vous vous dites, oui, mais nous, on n'est pas dans le B2C, peut-être que finalement, c'est essentiellement parce que Lego, c'est une marque connue, que ça fonctionne. Alors on peut aller trouver une autre entreprise que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Gold Corporation, et qui faisait de l'extraction de l'or, et qui était confrontée à un problème violent, qui était les coûts d'extraction de l'or deviennent supérieurs au prix de vente de l'or. Chronique d'une mort annoncée. Qu'ont-ils fait? Ils se sont dit, ben, on va faire comme Lego. On va mettre notre savoir en ligne et on va faire appel au monde. Moralité, en quelques années, le coût de production a chuté d'un facteur de 10. Vous entendez bien, la production de l'or a chuté d'un facteur de 10 et ils ont vendu 8 millions de tonnes d'or avec un coût de production divisé par 10. Tout ça, là encore, en faisant appel à l'extérieur. Donc vous voyez, ça sauve une entreprise comme Lego en B2C et ça sauve une entreprise aussi qui est plutôt en B2B et très dans le dur en fait, hein, techniquement. Alors, et si on demandait à ces utilisateurs qui sont extrêmement créatifs de concevoir des produits tout seuls? Eh bien, c'est ce qu'a essayé de faire Fiat et qui a demandé eh bien, à des utilisateurs de créer une voiture ultra moderne, un prototype en fait ultra moderne. Et vous voyez que ça fait pas mal, ils étaient 17 000 consommateurs avec des regroupements organisés par Fiat de temps en temps, mais enfin la voiture, en un an, elle a vu le jour. Alors, évidemment, vous voyez qu'il y a énormément d'entreprises qui, de manière non systématique ou en utilisant des outils non systématiques, ont pu faire appel au monde entier. Quel serait votre rêve à vous, entreprise? Finalement, Thierry Vatelet parlait de génie tout à l'heure. Quel serait votre rêve, sachant qu'il y a autant de gens créatifs autour de vous, sachant qu'il y a autant de compétences autour de vous? Votre rêve ne serait-il pas finalement de pouvoir accéder à ces compétences de manière relativement simple? Eh bien, c'est ce qui se présente avec Internet aujourd'hui. Alors, on va voir un certain nombre d'outils. Je vous présente un outil un peu historique, mais néanmoins extrêmement efficace, qui s'appelle Innocentive. Innocentive, c'est simple. Une entreprise a un problème technique. Elle a fait appel à ses fournisseurs, à ses clients, à son écosystème local.
elle n'arrive pas à le résoudre. C'est un problème majeur qui bloque l'avancée de son innovation. Eh bien, en faisant appel à Innocentive, elle va mettre le problème sous la réflexion de 13 millions d'individus. Vous avez bien entendu, 13 millions d'individus, potentiellement, vont réfléchir sur les problèmes posés par les entreprises. Évidemment, ce sont des problèmes complexes, parce que les entreprises cherchent d'abord à les résoudre en interne. Ce sont des problèmes compliqués, parce que dans ce cas-là, elles cherchent plutôt à essayer de le résoudre dans leur environnement. Et ces problèmes vont être en grande partie résolus par ce type de plateforme. D'après vous, combien de temps faut-il pour résoudre ces problèmes compliqués, ardus, que les entreprises n'arrivent pas à résoudre par elles-mêmes? « 80 heures. En 80 heures, les problèmes résolus sur la plateforme Innocentive, enfin, les problèmes qui sont résolus en 80 heures sur la plateforme Innocentive. Oui. Et évidemment, alors ça questionne, comment est-ce possible que des solutions puissent être apportées en 80 heures à des entreprises qui peinaient souvent depuis des années à trouver ces solutions? Eh bien, parce que ces solutions existent véritablement quelque part ailleurs, dans une entreprise, dans un secteur qui n'avait absolument rien à voir avec le secteur de l'entreprise, qui était inaccessible. Comment ça se passe? Vous postez un problème, vous affichez une récompense. Si le problème est résolu, je paie la récompense. Si le problème n'est pas résolu, je ne paie pas la récompense. Et si le problème qui est posé a une récompense trop faible, évidemment, ça attire moins de monde que si la récompense est élevée. Hein. Alors, un des résultats très intéressants de ce type de travaux, c'est que plus le domaine scientifique d'un problème s'éloigne des zones d'expertise des solutionneurs, plus le problème a de chances d'être résolu. En gros, plus un problème est en physique, moins il a de chances d'être résolu par des physiciens. En gros, les problèmes qui se posent n'avaient aucune chance d'être résolus par les compétences dont disposaient les entreprises. Il fallait chercher des compétences bien différentes pour innover. Alors, ce type de plateforme, en plus, il y en a pas mal. Et vous voyez, je vous en montre quelques-unes. Hein. Nine Sigma qui, par exemple, s'appuie sur 2 millions de solutionneurs. You're encore qui dit, eh bien nous, on va travailler avec des gens très expérimentés, voire des retraités. Dieu n'a pas dit que parce qu'on avait 65 ans, qu'on était prix Nobel de physique, on n'avait plus rien à faire dans l'industrie. Donc il y a énormément de gens qui ont du temps et qui ont des compétences très pointues, de très haut niveau, qui sont à disposition des entreprises pour résoudre des problèmes techniques. Voyez ? Alors une jolie plateforme en France s'appelle IDEXLab. IDEXLab, c'est une plateforme qui s'appuie sur un réseau de 10 millions d'individus, plus des brevets, plus des entreprises, et qui va casser les problèmes techniques que les entreprises se posent en problématiques analogues pour aller chercher des solutions dans des secteurs qui n'ont a priori rien à voir. Prenons quelques exemples. Je cherche un système de freinage sans contact pour des trains. Eh bien, en faisant tourner le logiciel développé par la plateforme IDEXLab, on trouve en quelques heures une solution venant d'une PME allemande spécialisée dans les montagnes russes. Je cherche à retarder la tension de claquage de câbles haute tension. Ça vient d'un expert universitaire brésilien spécialiste en semi-conducteurs. Réduire les défauts induits par les process de fabrication d'un instrument médical, ça vient et ça a été proposé par un expert coréen en mécatronique. Développer un robot de nettoyage intelligent développé par une PME française spécialisée dans l'automation des procédés, etc., etc. Il y a pléthore d'exemples. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que la solution vient d'un secteur à laquelle on ne s'attendait pas. Alors, supposons que vous ayez une idée d'innovation, vous butez sur le plan technique, vous avez fait appel à une plateforme
de ce type-là, vous allez avoir résolu votre problème technique assez rapidement, et vous me dites après, oui, mais comment je mobilise les experts qui permettent de résoudre les problèmes techniques? Moi, ça fait appel à des technos que mon entreprise ne maîtrise pas. Je dis, il n'y a aucun problème, vous faites appel à des plateformes de type Expert Nova qui vont vous mobiliser les meilleurs experts dans le monde entier sur toutes les technos possibles et inimaginables. Là encore, en quelques heures. Donc vous allez résoudre des problèmes rapidement, monter une équipe ad hoc rapidement. Et puis vous me dites, mais d'accord, mais ça fait appel à des marchés qu'on ne maîtrise pas. Ça fait appel à des problématiques marketing nouvelles. Lorsque je suis Apple et que je vends des ordinateurs, ça n'a absolument rien à voir à vendre de la musique sur iPod. Ce n'est pas les mêmes clients, ce n'est pas les mêmes circuits de distribution, ce n'est pas les mêmes références. Mon département marketing n'est pas prêt. Je vous dis, il n'y a aucun problème. Là encore, il y a des plateformes. Vous pouvez faire appel, par exemple, à une plateforme de type Ayeka qui met à disposition 320 000 créateurs pour résoudre les défis marketing de votre entreprise. 320 000 créateurs, ça fait une belle équipe marketing, je trouve. Sachant que ces utilisateurs, là encore, ne sont payés véritablement que si le défi qu'ils sont censés résoudre, eh bien, vous convient. C'est-à-dire que si le défi a été résolu. Donc, vous voyez, problématiques techniques, on les a résolues. Problématiques marketing, on les résout aussi. Alors, vous me dites, oui, mais une fois qu'on a monté nos problématiques marketing, on a envie de bâtir une marque, on a envie de se faire connaître. Je dis, là aussi, il n'y a pas de problème. Vous faites appel à des plateformes de type CloudPeeps et vous bâtissez une communauté autour de votre innovation ou de votre marque. Donc, vous voyez comment on peut assez rapidement, en utilisant ce type d'outils, finalement, bâtir très rapidement eh bien, une marque, une communauté de marques. Et là, vous me dites après, ouais, mais il va falloir designer maintenant. Il va falloir passer à des choses plus sérieuses. Et là, je vous dis, il n'y a pas de problème. Là encore, vous avez des plateformes de design. Alors, c'est du design graphique, du design d'interaction, mais néanmoins, vous avez 1 million de designers à disposition. 1 million de designers que vous ne rémunérez que pour répondre à des challenges que votre entreprise se pose. Vous voyez, ça touche à peu près tous les secteurs. Alors peut-être que vous me dites, oui, mais nous, finalement, on a plein d'idées d'innovation, mais on ne cherche pas à créer des entreprises pour ça. On sait pas, des fois, on ne sait pas trop quoi en faire des idées d'innovation. Ben là, je vous dis, il y a des solutions aussi pour vous. Il y a la plateforme Quirky, par exemple. La plateforme Quirky, c'est quoi? C'est, j'ai une idée d'innovation, je la dépose en ligne, et j'ai la communauté mondiale de 500 000 inventeurs qui viennent cross-fertiliser l'idée, l'enrichir, la développer. Et si cette idée est approuvée par la communauté, ça fait une jolie étude de marché quand même, eh bien, elle va être produite et distribuée par la plateforme. Voici la première entreprise qui outsource la conception et qui se concentre uniquement sur la production et la distribution. La conception, ce sont les utilisateurs du monde entier. Comme l'a montré tout à l'heure, et que je vous ai évoqué tout à l'heure, Funnyple, beaucoup d'innovations viennent des utilisateurs. Et donc, ce type de plateforme, ce n'est pas étonnant que ça rencontre un vif succès. Alors, je vous montre un exemple qui a connu un grand succès, un petit film, et vous allez comprendre de quoi je parle très rapidement. Problem, right? Power strips. We have cords, bricks, AC adapters, and we can never get them to fit right. That's why we turn them inside out, we move them upside down, we block our power switch. It just isn't efficient. That's what's great about Pivot Power. We've crafted this thing to be flexible, so you can turn it into whatever direction you need to in order to fit all of your devices and plugs. So go ahead and plug in all those cords you never knew what to do with, and that's Pivot Power, a product invented together by Jake Zion and 7. Et vous voyez cet individu-là, cet adolescent prépubère
qui est en train de devenir millionnaire grâce à la plateforme Quirky, eh bien, il a bénéficié de l'aide de 710 personnes. Ça fait une jolie start-up. Imaginez que même dans les grandes entreprises, lorsque vous développez un projet d'innovation, vous êtes 10, 15, 50, 100. Là, il y a 700 personnes qui ont travaillé avec lui pour la conception de ce produit. C'est assez révolutionnaire comme approche en termes de conception. 109 people around the world. Voilà donc cet adolescent qui est en train de devenir le premier millionnaire chez Quirky. Alors du coup, qu'est-ce qui vous manque pour innover? On a vu que les problèmes techniques, c'était... Il y avait des plateformes, des outils pour ça. La constitution d'experts, de mobilisation, d'équipes projets techniques sur les problématiques qui ont été résolues. On a vu qu'il y avait des plateformes. On a vu qu'il y avait des plateformes pour résoudre les problèmes marketing, en faisant appel à des utilisateurs extrêmement créatifs. On a vu que des problèmes de design graphique étaient résolus. Et on a vu que même vos innovations sur étagère, dont vous ne savez pas quoi faire, vous y avez des possibilités. Qu'est-ce qui vous manque pour innover aujourd'hui? Certains me disent, des fois, il nous manque l'inspiration. Alors je vous dis, ben, il y a même des plateformes d'inspiration. Normalement, j'ai fait le tour de la question, là. Non, il vous manque quoi? Certains me disent de l'argent. Ben non, là aussi. Vous voyez bien, mon éminent collègue en parlera tout à l'heure, de manière beaucoup plus précise. Mais évidemment, vous allez faire appel aux individus, aux entreprises pour financer vos projets. Est-ce que ça représente quelque chose de mineur? Eh bien, vous voyez que les courbes de crowdfunding au niveau mondial doublent chaque année. Alors évidemment, c'est encore relativement mineur dans les sommes qui sont allouées à l'innovation en France. Mais le développement ne doit pas être masqué. C'est en pleine explosion, doublement chaque année des financements. Et est-ce que c'est pareil en France? En France, c'est pareil. On est passé de 150 millions à 300 millions en 2015, 78 millions en 2013. Ça double là encore chaque année. Donc vous avez, en utilisant ces plateformes collaboratives, résolu vos problèmes d'argent. Qu'est-ce qui vous manque pour innover? Je répète. Certains me disent, il manque du savoir. Là, je dis, oh, vous exagérez. Tout le savoir est en train d'être en ligne avec les massives Open Online Courses. En gros, tous les cours sur tous les sujets, quels qu'ils soient, sont en ligne. Vous avez des conférences courtes sur tous les sujets. Ça veut dire que dans le monde entier, tout le monde peut se former sur le sujet qui l'intéresse et devenir, avec une tête relativement bien faite, expert sur un sujet et venir déboulonner une entreprise qui avait battu ses compétences sur ce sujet-là. Donc attention, le savoir est disponible. Il est disponible pour vous, il est disponible pour d'autres. Il y a même, j'ose à peine le dire, il y a même des créations de plateformes pour ceux qui ne savent pas faire un business plan. Donc vous partez de l'idée jusqu'à la conception en passant par le business plan. Et tout ça en faisant appel, effectivement, à du collaboratif extérieur. Alors il y a d'autres plateformes, il y en a énormément de plateformes, puisque le taux de croissance est de 100% par an. Ça double chaque année. Là encore, un peu à l'image du crowdfunding. Ben, la fabrique à innovation, c'est un peu comme la plateforme Quirky, c'est-à-dire que vous avez des idées, on va les améliorer avec la communauté et la plateforme produira et distribuera les idées qui sont les plus intéressantes en redistribuant, bien entendu, 50% des gains, un peu à l'image de Quirky, aux inventeurs. Et vous voyez, ce type de plateforme, un peu comme le crowdfunding, bien sûr que c'est encore marginal, bien sûr que la volumétrie des chiffres n'a rien à voir avec les process traditionnels, mais c'est émergent. Et cette émergence est en pleine explosion, donc ça ne doit pas on n'a pas beaucoup de temps avant que ça devienne un phénomène très important, voire même le modèle dominant pour innover.
Alors il y a des entreprises il y a des plateformes qui se spécialisent dans certains secteurs. Vous avez la plateforme, par exemple, Local Motors, qui produit des voitures, tenez-vous bien, à l'aide de 36 000 passionnés d'automobile. Et qui arrive à produire des modèles en un temps record avec des coûts en diminution extrêmement forte. C'est tellement intéressant que la DARPA, l'organisme militaire américain, ou Airbus se pose des questions. Ils sont allés voir ce qui se passe. Comment, à 36 000 passionnés d'automobile, on arrive à faire des choses aussi innovantes. Voici le type de voitures qui ont été produites. Mais le plus intéressant, c'est ça. La première voiture imprimée en 3D. Je parle d'une voiture fonctionnelle, imprimée en 3D, avec l'ensemble de la carrosserie qui a été imprimée en 3D pour 5 000 €. Alors évidemment, le moteur, non. Alors je vais vous montrer une vidéo. Excusez-moi, la vidéo qui a été filmée, elle n'est pas très bonne, mais ça vous donnera une indication quand même de ce qu'on peut obtenir. Voilà la voiture. Bon, vous voyez, hein, 212 couches, 44 heures pour produire une voiture en 3D, ça laisse pantois. Surtout que la conception a été, là encore, faite par la communauté, c'est-à-dire par 36 000 passionnés d'automobile, avec un coût de carrosserie annoncé de 4 ou 5 000 € d'après ce que j'ai vu. Et c'est pas tout. Des entreprises se disent, eh bien si c'est possible sur une voiture, alors pourquoi ça ne serait pas possible pour de l'électroménager? Et vous avez General Electric qui est en train de produire, grâce à des communautés, eh bien des frigos, des fours, des machines à laver, et de les produire sur place en utilisant les outils qu'on vient de voir, grâce à la communauté. Alors j'espère qu'aujourd'hui, vous ne doutez plus qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. D'ailleurs, nous dit Margaret Mead, c'est même de cette façon que ça s'est toujours produit. Aujourd'hui, un petit groupe d'individus avec les outils collaboratifs et la puissance d'un réseau, eh bien, peuvent changer le monde. Voilà la tête qu'ils avaient à l'époque, vous voyez, bon. C'était pas très nombreux. Je ne suis pas sûr que s'ils se présentent à la BNP ou au Crédit Agricole, on les accueille avec un grand sourire. Peut-être qu'on appellerait la sécurité, hein. Bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont changé le monde, ces gens-là, hein. Eh bien, aujourd'hui, plus que jamais, vous reconnaissez Bill Gates en bas, hein, bon. Aujourd'hui, plus que jamais, les petites équipes projets d'innovation peuvent changer la donne dans bon nombre de secteurs. Tous les actifs utilisés par les entreprises deviennent des actifs difficiles à sortir lorsque le monde est en disruption, grâce notamment à ces outils d'une puissance collaborative inédite dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais pu avoir accès à autant de monde en direct. Ça me fait penser quand même aux expositions universelles. Par exemple, l'exposition universelle de 1900, il y a eu 44 millions de visiteurs sur 6 mois. Des startups se montaient en direct. Beaucoup de très grandes entreprises aujourd'hui ont été montées à cette époque-là. Mais là, la grande différence, c'est que c'est en ligne et c'est synchrone. Donc ça veut dire que ça va beaucoup plus vite
que ça l'était il y a 100 ans, par exemple. Et ce n'est pas tout. Parce que le collaboratif en ligne trouve son pendant dans la production physique. Et vous avez, dans vos régions, vu se développer ce qu'on appelle des tiers-lieux. Vous avez vu des accélérateurs de start-up, des hackerspace, des fab labs, des fab shops, des living labs, des incubateurs, des tech shops. Je ne suis pas sûr que certains d'entre vous connaissent exactement ce que recouvre chacun de ces termes. Ça se développe à une vitesse très forte. Il y a plus de 3000 Fab Labs dans le monde aujourd'hui. Des hackerspace, des lieux où des passionnés détournent les technos pour faire des produits extrêmement sophistiqués en utilisant des moyens dérisoires. Il faut aller voir la Paillasse, un laboratoire de biologie qui a des résultats, des contributions scientifiques de premier plan en utilisant des moyens dérisoires, en s'appuyant sur une communauté ouverte scientifique extrêmement efficace. Alors on parle de nouvelles révolutions industrielles, des makers, des gens qui se mettent à produire. Et vous voyez que le salon Maker Faire à Paris l'année dernière, il va avoir lieu en avril, là bientôt, 35 000 visiteurs sur 2 jours. Ça connaît un engouement très fort. Les gens ont envie d'innover, ont envie de produire. Lorsqu'ils ne sont pas sur les plateformes pour répondre à des problèmes, ils conçoivent eux-mêmes. Et le truc, c'est que pour cette conception, on leur donne des moyens. Donc vous avez vu que la conception était facilitée en ligne, eh bien la production aussi. Vous avez vu à peu près partout dans le monde émerger des Fab Labs. Fab Labs, c'est quoi? C'est fabrication laboratory, c'est-à-dire des lieux où vous pouvez fabriquer des produits en utilisant tous les outils du numérique. Impression 3D, fraiseuse numérique, découpeuse laser, etc. Et ça vous permet de fabriquer, là encore, quasi gratuitement. Vous concevez en utilisant ces outils et vous produisez quasi gratuitement. En fait, on est en train d'inverser le paradigme. On est en train de dire, je conçois mondial pour produire local. Pendant des années, on concevait local pour produire au niveau mondial. Et alors, les outils qu'on met à disposition, alors vous voyez, le marché de l'impression 3D, c'est là encore, de même que les plateformes ou le crowdfunding, c'est plus 25% par an dans les années qui arrivent. Donc c'est une explosion. Alors vous savez qu'on imprime bien sûr des maisons en 3D, ça vous l'avez vu, et qu'il y a pas mal de start-up françaises qui s'y mettent, après les Chinois et les Américains. Vous avez vu qu'il y a des suites d'hôtels qui sont imprimées en 3D, y compris le jacuzzi, y compris donc 139 mètres carrés imprimés en 3D. Eh bien, tous ces outils-là sont déjà presque en voie d'être dépassés, puisqu'il y a la 4D qui arrive. Et la 4D, c'est quoi? C'est donner vie aux produits qu'on imprime en 3D, c'est-à-dire les faire évoluer dans le temps, sous l'influence de conditions extérieures. Lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il fait froid, lorsque la lumière change, grâce aux nanotechnologies, c'est-à-dire que l'impression 4D, qui est déjà extrêmement disruptive dans les capacités qu'elle propose. Vous avez vu une voiture imprimée en 3D, vous avez vu une suite d'hôtels, vous avez vu des maisons. Si en plus, les matériaux qui sont imprimés sont dotés de capacités d'évolution dans le temps, alors on supplante la production traditionnelle de manière définitive. Et puis il y a des outils qui sont, il y a des espaces collaboratifs qui sont extrêmement perturbants. TechShop, par exemple, c'est un exemple que je prends, qui a un business model relativement facile à comprendre. C'est le business model d'une salle de sport. Je mets dans une salle de sport, vous utilisez des machines qui valent extrêmement cher en payant un abonnement. Eh bien là, vous avez la possibilité d'utiliser des outils industriels extrêmement sophistiqués en payant un abonnement dérisoire de, je crois, alors pour TechShop, je crois que c'est une centaine d'euros par mois. Vous payez une centaine d'euros par mois et vous avez accès à toutes les machines que vous voyez là. Alors, est-ce que TechShop
Et vous avez accès aussi à la communauté des créateurs qui participent, ce qui permet de croiser les idées. Donc c'est au-delà de la fabrication qui devient quasi gratuite, eh bien c'est la possibilité d'échanger aussi avec la communauté. Alors est-ce que TechShop vient en France? La réponse est oui. Il vient d'ouvrir 2000 mètres carrés à Paris, enfin en région parisienne, mettant à disposition, tenez-vous bien, 150 machines semi-industrielles, à disposition de tout un chacun pour quelques dizaines d'euros par mois. Vous avez la possibilité de produire tous les objets les plus sophistiqués pour quelques dizaines d'euros par mois. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Alors, elle n'est pas destinée à un public habituellement d'entreprise, c'est plus pour les makers. Donc, le ton est volontairement extrêmement comme ça enthousiaste, mais néanmoins, ça montre bien ce que ce type d'environnement propose. Et salut les amis, je me trouve actuellement dans le tout premier Tech Shop de France. Donc si vous voulez un Tech Shop, c'est un immense atelier avec des machines de dingue. Et tout ça, tenez-vous bien, c'est ouvert à tout le monde. Venez, on va faire un tour. Casque et lunettes, cette machine découpe avec un jet d'eau. Oui, j'ai pas précisé, elle découpe du marbre, 18 cm d'acier et à peu près tout et n'importe quoi qui passe en dessous. Hein. Genre, voilà, t'as les symboles de danger, puis t'as ces symboles-là, tu vois. C'est du marbre! Ah oui, non mais c'est ça, c'est du beurre. Yeah, c'est propre, putain, trop bien. Donc vous avez un espace pour travailler le bois, donc vous allez avoir des scies sur table, des scies à onglets, des tours à bois. Après pour le métal, vous allez avoir de quoi couper le métal, vous allez avoir de quoi tourner le métal. Vous allez pouvoir découper du métal même avec un laser. Ils ont des découpeuses laser où vous pouvez graver. Il y a tout, c'est un truc de fou, c'est un gros truc de fou ici, je vous jure. Regardez, rien que la gueule de cette scie, regardez ça, juste ça. C'est débilement excellent. Ici, vous avez des vraies tables en acier. Vous allez pouvoir souder à la baguette, au TIG, au MIG. Regardez la taille des bouteilles pour la soudure. Vous avez une découpeuse plasma ici. Vous avez tout ça. Et ça, comme je l'ai dit, c'est en accès. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des formations qui seront disponibles dans l'atelier. Vous avez à peu près 70 formations avec des mecs qualifiés qui vont vous former en quelques heures à utiliser les machines. Et après, vous faites ce que vous voulez avec. Je vais devenir fou ici, je vais rester là, hein. Je mets ma tente, je reste là les gars, c'est immédiat quoi. Au premier étage, vous avez tout un tas d'énormes imprimantes 3D pour faire tout ce que vous voulez. Tout est encore en préparation pour les journées portes ouvertes, mais donc là vous avez un grand espace de coworking aussi où vous allez amener vos projets, vos potes et puis créer des trucs de dingue. Le Tech Shop va bientôt ouvrir ses portes et vous avez donc 3 jours de portes ouvertes le 30. Bon. C'était juste pour vous montrer un petit peu le type de machine qu'on y trouve. Et là encore, c'est accessible pour quelques dizaines d'euros par mois. Donc évidemment, beaucoup d'innovateurs vont aller produire toutes sortes de produits, voire même peut-être dans certains cas aller jusqu'à la pré-série. Donc vous voyez, la production, elle devient ouverte, accessible et quasi disponible presque gratuitement, quoi. Et il y en a encore un plus grand qui arrive, hein, fin 2016 à Lille, qui fera 2400 mètres carrés avec des investissements de plus de 3 millions d'euros. Voyez. Et alors, une fois que vous avez produit, conçu grâce à l'innovation ouverte, vous avez aussi des outils qu'on vous met à disposition pour faire la promotion de vos innovations, hein. Le YouTube Space, par exemple, à Paris, vous permet de bénéficier d'un studio et de faire vos vidéos sur YouTube. Donc vous voyez que les moyens mis à la disposition des innovateurs aujourd'hui n'ont jamais été aussi importants pour innover que dans l'histoire de l'humanité, si vous voulez, hein. Et puis même, vous avez même des sites de vente de vos produits en ligne, avec 1 million de vendeurs. Et puis une dernière révolution, alors il y a beaucoup de révolutions qui accompagnent ces disruptions. Il y a l'intelligence artificielle, il y a la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la robotique qui fait des progrès spectaculaires, mais les objets connectés aussi. On considère que l'impact des objets connectés sur le monde économique sera presque aussi important que celui d'Internet. Alors, je vous montre un exemple. Une start-up israélienne qui s'est développée sans doute en utilisant les approches collaboratives. Eh bien, elle a mis au point le premier spectromètre
moléculaire miniature. C'est-à-dire que ça analyse absolument tout ce qui vous entoure sur le plan moléculaire. Vous savez, pour certains, ceux qui ont regardé Star Trek quand ils étaient jeunes, quand ils arrivaient sur une nouvelle planète, ils ne savaient pas si l'environnement était nocif ou pas. Ils avaient des petits objets qui analysaient moléculairement tout ce qui se trouvait autour d'eux. Eh bien là, ça vient d'être mis au point par une start-up. Ça, vous le dirigez sur un produit, ben ça vous donne la composition moléculaire. Vous imaginez toutes les applications que ça peut avoir? Et ça vaut 300 €. Vous voyez? Et ça va se développer par la communauté. Alors, un deuxième exemple, hein, vous croyez tout savoir sur les vitres? Eh bien, les vitres deviennent intelligentes. Je vais remettre la main, interagir avec les volets. On va fermer les volets. Ah, il faut. Alors, typiquement, justement, c'est aussi un des points forts. Donc, une fois que c'est fermé, bah, c'est opaque aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qui permet, par exemple, pourquoi pas de profiter de cette surface pour montrer, en fait, pour regarder la télévision. Je vais modifier le volume. Vous parliez de la technologie qui perce tous les sports. On va régler le On a la volume. capacité de proposer d'interaction. Donc, c'est typiquement ce qu'on fait si on a loupé un spot. À la prochaine. Alors, éventuellement, c'est aussi une vitre communicante. Hein. Donc, par exemple, je vais arrêter la télévision. Ah là, dès qu'on Je vais remonter les volets. c'est parti. Là, on a l'application. Et je vais demander, par exemple, de m'afficher les tweets du salon. Alors après, On a des tweets qui vont s'afficher en fait sur la fenêtre. là, pour les démos, voilà, on laisse un petit peu. Donc vous voyez un petit peu, les vitres deviennent connectées, intelligentes, ça ne ressemble plus à une vitre telle qu'on l'imaginait avant. Hein. Et même les voitures, vous voyez, deviennent autonomes, ça vous le savez sans doute, hein, avec des investissements qui sont énormes, hein, notamment dans l'université du Michigan, vous avez 10 millions d'investissements, des dizaines de constructeurs, des faux panneaux, des faux piétons, des fausses situations pour tester toutes les possibilités. Vous avez la Google Car, hein, qui se développe avec une vitesse très forte. Donc vous voyez qu'en fait, tous les secteurs sont en train de disrupter. On pense qu'il va y avoir des vagues d'innovation qui sont rendues possibles par un état des connaissances, hein, tant sur le plan de la conception, on vient de le voir, que sur le plan de la production. Facilement accessibles, les connaissances sont aujourd'hui facilement accessibles, des hybridations intersecteurs. On pense, si tout va bien sur le plan social, économique, s'il n'y a pas de guerre, qu'on assiste sans doute à une nouvelle renaissance, avec une dorsale qui est l'Internet. On a vu cette puissance inimaginable. Je pense que Léonard de Vinci serait sur toutes les plateformes, des clés USB partout dans les poches. On va monter l'art, la techno, le management, comme dans toutes les révolutions. On va monter les pays du Nouveau Monde, comme à l'époque de la Renaissance italienne. Donc j'espère, après avoir écouté cette présentation, que vous serez d'accord, et ce sera mon mot de la fin, que si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique, et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. Merci de votre attention.